Donc ce soir, on va continuer. Alors, on a presque terminé de parler du livre Devenir super conscient. On en est à la fin. Donc, le chapitre 13, projet cohérent. Voilà, projet cohérent pour un monde meilleur. Donc, c'est le chapitre 13. Vous voyez, c'est l'avant-dernier chapitre du livre de Joe Dispenza, Devenir super conscient. Voilà, donc on est en train de terminer ce livre. Donc ce soir, on va voir le chapitre 13. Donc hier, on a terminé le chapitre sur la glande pinéale. Donc hier, on a parlé de la glande pinéale. Vous avez le replay sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc je vous ai expliqué ce qu'était la glande pinéale. On en a parlé, on a pu lire le chapitre. Voilà, je vous remontre. Hop. Voilà, un petit schéma de... Voilà, donc la glande pinéale. Donc voilà, on en a parlé hier, on a lu le chapitre. Et ce soir, on va lire le chapitre Projet cohérence. Voilà, pour un monde meilleur. Donc, c'est l'avant-dernier chapitre du livre Devenir super conscient. Alors, vous savez, en début de livre, on a toujours un petit résumé de chaque chapitre. Donc, est-ce qu'on a le résumé du chapitre 13? Normalement, oui. Il est là. Voilà. Donc, on va le lire rapidement. Comme ça, on va pouvoir comprendre ce qu'on va lire et de quoi est-ce qu'on va parler. Quel est l'extrait du livre qu'on va lire ce soir. L'extrait donc du livre. Donc, le chapitre 13, Devenir super conscient. Voilà, donc n'hésitez pas, on tapote sur le live s'il vous plaît. Sur les derniers lives, on a été pas mal... le live a été pas signalé, mais voilà. Donc en fait, il faut vraiment tapoter à fond sur le live. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît. Voilà, et comme je vous ai dit, vous avez tous les replays des lives sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à me soutenir, vous pouvez vous abonner, aller liker les vidéos, mettre un petit commentaire si ça vous plaît. Voilà, donc sur chaque vidéo, donc c'est les rediffs des lives. Et donc sur chaque live, on lit une partie du livre. Là, ce soir, on en est au chapitre 13. Voilà. Donc on va démarrer le chapitre 13. Je vais lire le résumé, enfin l'explication du chapitre. Voilà. Coucou Fatih. Bonsoir tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Merci pour à tous ceux qui tapotent sur le live. Bonsoir diseuse de bonne aventure. Bienvenue à toi. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc je vais lire le chapitre 13 le temps que tout le monde arrive. Donc on tapote s'il vous plaît. De rien. Alors, le chapitre 13. Donc, vous découvrirez l'une de nos entreprises les plus récentes, le projet Cohérence. Lorsque nous avons vu que les mesures réalisées sur tant de participants montraient qu'ils entraient en cohérence cardiaque exactement au même moment, exactement le même jour, pendant exactement la même méditation, nous avons su qu'ils avaient un impact réciproque, non local et énergétique, plutôt que physique. L'énergie qu'ils émettaient, sous forme d'émotions supérieures, était tellement porteuse de leur intention que le bien le plus élevé de chaque personne présente dans la pièce se réalisait. Imaginez un grand groupe d'individus qui élèvent tous leur énergie et qui ensuite posent l'intention que la vie de chacun soit enrichie, que le corps de chacun soit guéri, que les rêves de chacun deviennent réalité, que chacun ait un avenir radieux. C'est ainsi que le mysticisme devient monnaie courante dans notre vie. En voyant que nos participants étaient en mesure d'ouvrir le cœur d'autrui, nous avons su qu'il était temps de commencer à faire des méditations mondiales pour contribuer à changer la planète. Des milliers et des milliers de personnes du monde entier se joignent à nous et participent au changement
et à la guérison planétaire et humaine. Après tout, ne faisons-nous pas tous cela pour créer un monde meilleur? Je vous expliquerai le fonctionnement scientifique de tout cela, et je parle de vraie science. Il a été publié dans des magazines à comité de lecture suffisamment d'études sur l'impact des projets de rassemblement pour la paix pour prouver que cela fonctionne. Aussi, plutôt que de se contenter d'étudier l'histoire, pourquoi ne pas la marquer de notre empreinte? Voilà. Donc, c'est le chapitre 13, Projet cohérence pour un monde meilleur, qu'on va découvrir dans quelques instants. J'attends juste un petit peu, voilà, que tout le monde arrive. Les replays des autres lives, vous les avez sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à me soutenir, à vous abonner, vous pouvez aller regarder les replays. Et donc je vous remonte le livre Devenir super conscient de Joe Dispenza. Donc ça c'est le livre qu'on découvre en ce moment. Et moi je fais des lives du coup de lecture de livres de développement personnel. On en parle du coup, donc je fais des lives le soir. Et vous voyez, on a lu déjà beaucoup de choses. On a déjà lu tout ça là. Tous ces livres-là. À partir de Influence et Manipulation, ce sera des livres qu'on lira par la suite. Et donc là, en ce moment, on lit Joe Dispenza. Voilà, on découvre ce livre ensemble. Donc bienvenue tout le monde. Très bien, ça va, merci. Merci Sec, bienvenue. Bonsoir tout le monde. Voilà, bienvenue à tous ceux qui s'abonnent. Coucou Wood, comment vas-tu? Aucun souci aucun souci Wood. Chacun, il n'y a pas de... On est tous bienveillants sur le live, aucun problème. Coucou cette Kassaker, bienvenue. Ça va, merci, ça va très bien. Ça va très bien. Alors, donc n'hésitez pas, on tapote sur le live. Voilà, merci beaucoup. Alors, projet cohérence pour un monde meilleur. Donc, je viens de lire la présentation du chapitre. Donc, on va découvrir ensemble le projet cohérence qui a été qui est porté par Joe Dispenza. Hier, on a terminé le chapitre sur la glande pinéale. Très, très intéressant. N'hésitez pas à aller voir le replay et à aller voir aussi d'autres vidéos sur YouTube. Ça pourra... aussi vous intéresser, pour évidemment ceux qui sont intéressés. Voilà, parce que bon, ça plaît pas, c'est à chacun de voir un petit peu ce qui lui correspond. Nous ici, on découvre des livres. Donc on découvre, on n'impose pas, on en discute évidemment, voilà. Est-ce que c'est franc-maçon? Écoute, je pense pas non. Alors je pense pas que Joe Dispenza soit franc-maçon, mais on sait jamais, mais je pense pas. Voilà. Ça, c'est le caducée, donc c'est la santé, le symbole de la santé, on l'a vu hier. Donc, avec la glande pinéale qui est la pomme de pin, la superconscience, la colonne vertébrale, les énergies qui remontent jusqu'à la glande pinéale. Tout ça, on l'a vu hier. N'hésitez pas à aller voir parce que c'était très intéressant. Le pouvoir du moment présent, c'est le livre le plus transformateur que j'ai lu. Coucou Hugo. On l'a lu aussi en live. On l'a lu et il était très très intéressant. Ouais. Et c'est vrai qu'il a marqué beaucoup de lecteurs. C'est un livre qui a beaucoup plu. Alors après, comme c'est un livre spirituel, c'est vrai qu'il est assez particulier. Mais effectivement, ouais, c'est un livre qui marque beaucoup. Coucou Crédit, j'ai pas commencé la lecture encore, donc t'inquiète pas. Coucou Eric, voilà, comment allez-vous? Comment est-ce que vous allez? C'est un signe de pharmacien, exactement, Mysterious 119, c'est ça. En fait, le secteur de la santé reprend ce symbole, en fait, avec les serpents. Alors, j'ai plus exactement en tête la signification, mais c'est un symbole lié à la santé. Voilà, mais on l'a vu hier, j'ai plus exactement, je vais regarder après. Je vous relirai l'extrait si ça vous intéresse. Voilà. Alors, le caducée, c'est ça. C'est ça. Ah bah super Eric.
super. Je viens de commencer ce livre. Ah bah super Casey. Bah écoute, tu vas pas être déçue. Ça va être une ouverture sur des choses qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, de lire. Donc voilà. Coucou Il Papillon. Yes, un super livre. Donc là, on va du coup, donc on démarre le chapitre 13. Alors, comme on a été restreint sur les derniers lives, il y a peut-être certains mots que je ne dirai pas à l'oral. Donc, je vais essayer d'éviter certains mots. Mais bon, voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder en même temps le livre pour ne pas... pour que ce soit clair pour vous. Mais bon, je vais essayer de faire au mieux. Et je regarde, donc je fais des petites pauses de temps en temps, je regarde vos commentaires et voilà. Donc là, on va lire le chapitre 13 et je pense pas qu'on lira tout le chapitre parce qu'il est assez long. On va voir. Peut-être, on va voir. Alors, nous vivons à l'époque des extrêmes. Ces extrêmes sont à la fois le reflet d'une conscience archaïque qui ne peut plus survivre et d'une conscience future, indiquant la transformation de la planète Terre et de chacun de ses habitants. Cette conscience archaïque est mue par les émotions de survie, qui sont par exemple la haine, la violence et les a priori, la colère, la peur, la souffrance, l'opposition et la douleur, qui nous font croire que nous sommes séparés les uns des autres. Cette illusion de séparation épuise et divise les individus, les communautés, les sociétés, les pays et la mère nature elle-même. L'insouciance, la négligence, la cupidité, l'irrespect des activités humaines menacent la vie telle que nous la connaissons. Le seul bon sens suffit à comprendre que cette forme de conscience est en bout de course. La polarisation étant globalement poussée à l'extrême, il est indéniable que nombre des systèmes actuels, qu'ils soient politiques, économiques, religieux, culturels, éducatifs, médicaux ou environnementaux, sont en train de s'effondrer, en écho au déclin de paradigmes obsolètes. Par exemple, le journalisme subit de plein fouet cette crise. On ne sait plus à quel sein se vouer. Certains changements sont le reflet de choix individuels, tandis que d'autres sont le reflet d'une élévation de la conscience. Mais un phénomène est visible. En cette ère de l'information, tout ce qui n'est pas aligné sur l'évolution de cette nouvelle conscience remonte à la surface. Si vous ne savez pas que notre époque est marquée par une augmentation fréquentielle et énergétique, se traduisant par des montées d'anxiété, de tension et de passion, peut-être n'êtes-vous pas attentif à votre état d'être, qui est en interdépendance avec cette énergie qui frappe l'humanité. Outre les bouleversements importants que connaissent nos environnements politiques, sociaux, économiques et personnels, beaucoup ont également le sentiment que le temps s'accélère, ou que davantage d'événements importants se produisent en une période plus courte. Selon votre vision du monde, ce constat peut être un signe palpitant de réveil ou la marque anxiogène d'un déclin historique. Quoi qu'il en soit, l'ancien doit s'effondrer pour laisser place à quelque chose de plus fonctionnel. C'est ainsi que les individus, les espèces, les consciences et la planète elle-même évoluent. Ce bouillonnement énergétique, présent chez les êtres humains comme dans la nature, amène à se poser plusieurs questions. Se pourrait-il que des forces globales soient à l'œuvre et influencent l'humanité en mal ? Nombreux actes violents, criminels, terroristes et guerriers. Et en bien, émergence de mouvements de paix, d'unité, de cohérence et d'amour. Et y a-t-il une raison pour laquelle tout cela arrive en cette époque particulière ? Les mouvements spirituels pour la paix dans l'histoire. À ce jour, l'influence des mouvements spirituels pour la paix a été démontrée et étudiée minutieusement sur le terrain à plus de 50 reprises, à travers
23 études scientifiques publiées dans des revues à comité de lecture sous la houlette de savants indépendants du monde entier. Les résultats ont régulièrement démontré un effet positif, se traduisant par une réduction immédiate de la criminalité et des actes de guerre et de terrorisme de plus de 70% en moyenne. Songez-y, quand un groupe de personnes se rassemble avec l'intention spécifique ou la conscience collective de changer quelque chose ou d'obtenir un résultat, et ce en s'appuyant sur l'énergie et les émotions de paix et d'unité, sans la moindre action de leur part. Cette communauté unifiée peut parvenir à des changements 70% du temps. Pour quantifier les résultats de ces études, les scientifiques utilisent un système de mesure appelé analyse des avances et retards. Donc c'est Lead Lag Analysis. Le but de ce système de mesure est de mettre à jour des corrélations entre les individus et les événements. Par exemple, en faisant ce type d'analyse sur un gros fumeur, elle montrerait que plus la personne fume, plus elle a de chances de contracter un cancer du poumon. Dans les domaines des mouvements spirituels pour la paix, les études ont démontré que plus on rassemble de méditants, et plus ils méditent longtemps, plus leur influence est grande en termes de réduction de la criminalité et de la violence dans la société. Par exemple, le projet pour la paix au Liban a rassemblé un groupe de méditants à Jérusalem en août et septembre 83 pour montrer l'influence contagieuse de la paix. Bien que le nombre de pratiquants ait varié sur cette période, il était souvent suffisamment important pour que l'effet de la propagation sur Israël et le Liban soit majeur. C'est notamment ce qui se passe quand un groupe de méditants particulièrement entraînés se rassemble quotidiennement au même moment pour avoir un effet positif sur la société. Les résultats de cette étude, ayant duré 2 mois, ont montré que les jours où il y avait un nombre élevé de méditants, la guerre faisait 76% de victimes en moins. Leur pratique a également eu pour effet de diminuer la criminalité, les incendies, les accidents de voiture, les actes terroristes et d'améliorer la croissance économique. Les résultats ont ensuite été répliqués dans 7 expériences consécutives sur une période de 2 ans, lors du point culminant de la guerre du Liban. Tout cela a pu se produire simplement en associant les intentions de paix et de cohérence des individus et des émotions élevées d'amour et de compassion. Cela montre clairement que plus la conscience d'un groupe est unifiée, plus il peut modifier la conscience et l'énergie d'autrui de manière non locale. À l'occasion de ce qui est considéré comme l'une des 3 plus grandes études sur les mouvements de la paix dans l'hémisphère occidental, un groupe de réflexion issu de la Rand Corporation, une institution américaine à but non lucratif, a rassemblé environ 8000 méditants entraînés, et parfois plus, en leur demandant de se focaliser sur la paix et la cohérence dans le monde au cours de 3 périodes, ayant chacune duré entre 8 et 11 jours entre 1983 et 85. Les résultats ont montré qu'à cette époque, le terrorisme mondial a été réduit de 72%. Imaginez-vous les effets positifs sur le monde, ainsi que la vitesse à laquelle ils seraient obtenus si le type de méditation qu'ils ont pratiqué, la pleine conscience, faisait partie des programmes scolaires. Au cours d'une autre étude, cette fois-ci menée en Inde, entre 87 et 90, on a rassemblé 70 000 personnes autour de la paix dans le monde. Sur ces 3 années, le monde a connu une transformation remarquable. La guerre froide a pris fin, la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin, la fin du conflit entre l'Iran et l'Irak, le début de l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud et le déclin des attaques terroristes.
Tout le monde a été surpris de voir à quelle vitesse ces changements s'étaient mis en place, à l'échelle mondiale, d'une manière relativement pacifique. En 93, entre le 7 et le 30 juin, environ 2500 militants se sont rassemblés à Washington en faveur de la paix et de la cohérence énergétique, lors d'une expérience très contrôlée. Lors des 5 premiers mois de l'année, il y a eu une montée régulière de crimes violents. Peu après le début de l'étude, on a commencé à assister à une réduction statistique significative de la violence, d'après des documents du FBI intitulés Uniform Crime Reports. Des crimes et du stress à Washington. Ces résultats montrent qu'un groupe relativement petit, dont les membres sont unis dans une même intention d'amour, peut avoir un effet statistiquement significatif sur une population distincte. Le 11 septembre 2001, sous l'effet de l'immédiateté de la médiatisation mondiale du crash de plusieurs avions sur le World Trade Center à New York, sur le Pentagone à Washington et dans un champ à proximité de Shanksville, en Pennsylvanie, des études partout sur la planète ont éprouvé des sentiments d'horreur. Des êtres humains partout sur la planète ont éprouvé des sentiments d'horreur, de choc, de peur, de terreur et de chagrin. En un instant, la conscience collective mondiale s'est reliée à cet événement. On a assisté à de fortes effusions dans le monde entier, les gens s'unissant, formant des communautés et prenant soin les uns des autres. Au moment des événements du 11 septembre, des scientifiques du Global Consciousness Project de l'Université de Princeton collectaient des données par Internet à partir de plus de 40 appareils répartis dans le monde entier. Les données arrivaient dans un serveur central à Princeton, dans le New Jersey, et les scientifiques ont pu assister à des changements spectaculaires au niveau des résultats obtenus grâce à leur générateur d'événements aléatoires. Il s'agit d'une sorte de jeu de pile ou face informatisé, à la différence qu'ici, on obtient des 1 et des 0 devant sortir à peu près de manière équivalente à 50-50 d'après les statistiques. Les transformations spectaculaires des données obtenues juste après ces événements ont amené les scientifiques à établir que cette réaction émotionnelle collective était suffisante pour pouvoir être mesurée au niveau du champ magnétique terrestre. Ces études sont unanimes. Un groupe de méditants suffisamment nombreux et entraînés, qui transforment leurs émotions et leur énergie, peut avoir une influence et obtenir des effets non locaux, mesurables en matière de paix et de cohérence mondiale. Si ces mouvements spirituels pour la paix sont une force de cohérence dans la société, existe-t-il des forces opposées au bien des êtres humains et provoquant des incohérences? Alors, je vous remonte le livre, donc l'extrait du livre qu'on lit ce soir. Donc là, on en est au chapitre 13, du livre Devenir super conscient. Alors, donc je regarde un petit peu vos commentaires. Ok, donc je répondrai à vos questions. Coucou Rafara. Ouais, ça devrait. Ok, merci Cridi. Hop, voilà, bonsoir tout le monde. N'oubliez pas de tapoter sur le live, s'il vous plaît. Qui a raison? Bonsoir Pépito. Voilà, n'hésitez pas à tapoter sur le live. Donc je continue. Alors, la relation entre la Terre et les cycles solaires. La rotation quotidienne de la Terre... Pardon. La rotation quotidienne de la Terre sur son axe permet au Soleil, chaque matin, d'éclairer notre monde, d'apporter chaleur et réconfort par rapport à la froideur de la nuit,
de sécuriser les êtres humains et de participer à la photosynthèse des plantes. C'est pour cette raison que déjà 14 000 ans avant Jésus-Christ, on représentait la vénération du soleil sur des blocs de pierre et sur les parois des grottes. D'innombrables mythologies, y compris chez les civilisations de l'Égypte antique, de Mésopotamie, les Mayas, les Aztèques et les aborigènes australiens, pour n'en citer que quelques-unes, ont adoré le soleil. Ont adoré le soleil, considéré comme source d'éveil, d'illumination et de sagesse. Partout sur Terre, la plupart des cultures ont reconnu que la vie sur Terre dépendait pour beaucoup du soleil parce que sans lui, la vie serait impossible. Les êtres humains sont essentiellement des êtres électromagnétiques, des entités qui envoient et reçoivent constamment des messages vibratoires, dont le corps est composé de lumière et d'informations organisées par la gravité, comme tout ce qui est matériel dans notre monde tridimensionnel d'ailleurs. Nous ne sommes toutefois que des petits maillons dans la chaîne de ce monde électromagnétique, qui sont indissociables du tout. À grande échelle, il est impossible de nier l'interdépendance entre l'énergie solaire, l'énergie terrestre et l'énergie de toutes les espèces vivantes. À petite échelle, il suffit de regarder le cycle de vie d'un fruit ou d'un légume pour comprendre ce phénomène d'interdépendance. À l'origine, il y a une graine qui, quand toutes les conditions sont réunies, eau, température, sol fertile et photosynthèse, peut pousser. Au bout du compte, le végétal obtenu fait partie intégrante d'un écosystème et permet de nourrir diverses formes de vie. Cette chaîne complexe et cet équilibre délicat d'une succession d'événements sont à l'origine liés à l'emplacement unique de notre Terre dans le système solaire. On parle de zone habitable, circumstellaire, en référence à une fourchette de distance orbitale autour d'une étoile, en l'occurrence notre Soleil, permettant à une planète d'accueillir l'eau à l'état liquide. Le Soleil est distant de notre planète d'environ 150 millions de kilomètres. Malgré l'éloignement quand il est actif, il a un impact significatif sur la vie sur Terre, car notre planète et notre astre sont reliés par des champs électromagnétiques. Le but du champ électromagnétique terrestre, c'est cette figure-là. Alors, le but du champ électromagnétique terrestre est de protéger notre planète des effets nocifs du rayonnement solaire, ainsi que des taches solaires, des rayons cosmiques et d'autres manifestations de la météorologie spatiale. Bien que notre compréhension soit encore partielle, les taches solaires sont des zones relativement sombres et froides du Soleil provoquées par des interactions au sein du champ magnétique solaire. Elles peuvent mesurer jusqu'à 50 000 km de diamètre. On peut les comparer au bouchon d'une bouteille d'eau pétillante. Si vous secouez la bouteille et que vous enlevez le bouchon, il y aura une explosion de photons, de lumière, d'eau pétillante et d'autres formes de rayonnement à haute fréquence. Donc voilà, vous voyez la figure 13.1, le champ électromagnétique terrestre. Donc vous avez la Terre avec le champ, voilà, du coup qui protège. Donc ce qui nous dit, donc le champ électromagnétique terrestre qui protège notre planète des effets nocifs du rayonnement du Soleil, des taches solaires, des rayons cosmiques et de tous les autres effets liés à la météorologie spatiale. Si les champs électromagnétiques terrestres ne nous protégeaient pas, il ne pourrait y avoir de vie telle que nous la connaissons car nous serions constamment bombardés par un flot de particules mortelles. Par exemple, en cas d'éruption solaire, le champ électromagnétique terrestre protège la planète en déviant des milliers de milliards de tonnes d'émissions photoniques appelées
éjection de masse coronale. Il s'agit de gigantesques explosions de plasma et de champs magnétiques en provenance de la couronne solaire qui peuvent s'étendre sur des millions de kilomètres dans l'espace. Elles ont tendance à avoir un impact sur la Terre 24 à 36 heures en moyenne après leur survenue. Ces éjections compriment le champ terrestre qui réchauffe le noyau de fer de la Terre. Il en résulte une modification du champ électromagnétique de la planète. Ces éjections s'inscrivent dans le cadre de cycles solaires durant approximativement 11 ans et pouvant perturber tous les organismes vivants sur Terre. On a commencé à enregistrer les cycles solaires en 1755. En 1915, un jeune Russe de 18 ans nommé Alexander Chizhevski a profité de son été pour observer le Soleil et approfondir notre compréhension de la relation entre notre planète et notre étoile. Au cours de cet été, il a émis l'hypothèse que des périodes d'activité solaire pouvaient avoir des effets sur le monde organique. 1 an plus tard, il a participé à la Première Guerre mondiale, mais quand il ne se battait pas pour son pays, il pouvait à nouveau observer le Soleil. Il en a particulièrement remarqué que les combats avaient tendance à s'intensifier ou à se calmer en fonction de la virulence des éruptions solaires. Voir graphique 14 du cahier de couleurs. Alors je vous montre le graphique 14. Donc au milieu du livre, on a voilà. Donc on a des schémas et voilà des éléments un peu plus scientifiques. Alors donc corrélation entre l'activité solaire et les événements historiques. Voilà, donc Alexander Chizhevski a comparé le nombre annuel d'événements politiques et sociaux majeurs avec l'accroissement de l'activité solaire sur la période allant de 1749 à 1926. Sur le graphique, la ligne bleue illustre les éruptions solaires et la rouge les traduit l'excitabilité humaine. Remarquez que chaque fois qu'il y a une activité solaire importante, il y a une corrélation avec un accroissement des événements sociopolitiques humains. Voilà. Donc ça a été créé à partir de la traduction de l'article d'Alexander Chizhevski, Physical Factor of the Historical Process. Voilà, donc vous voyez, c'est toujours corrélé, c'est-à-dire que quand il y a une activité humaine importante, on a une activité solaire importante. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Ok. Alors, où est-ce qu'on en était? Ok. Plus tard, donc on en est là. Plus tard, Chizhevski a fait une étude sur 72 pays sur la période de 1749 à 1926 en comparant le nombre annuel d'événements politiques et sociaux importants, par exemple les débuts de guerre, de révolutions, d'épidémies et de violences, et l'accroissement de l'activité solaire, démontrant ainsi qu'il existe une corrélation entre l'activité du Soleil et les humeurs humaines. Il est d'ailleurs tout aussi intéressant de remarquer que l'activité solaire a également été associée aux grands développements humains tels que des innovations architecturales, scientifiques, artistiques et des changements sociaux. Sur le graphique 14, chaque sommet sur la ligne rouge représente une éruption ou une tache solaire s'étant produite entre 1750 et 1922. Quant aux lignes bleues, elles représentent les événements historiques sur la même période. Au bout du compte, Chizhevski a pu établir que 80% des événements les plus importants de ce pays s'étaient produits au cours d'événements solaires et d'activités géomagnétiques. La libération d'énergie par le Soleil, qui est toujours porteuse d'informations, semble être en cohérence presque parfaite avec les activités, l'énergie et la conscience de notre planète. Il se trouve justement qu'à l'heure où j'écris ces lignes, en 2017,
nous sommes au beau milieu d'un cycle solaire très actif. Au cours de la dernière décennie, beaucoup de choses ont été dites sur l'impact de cette énergie solaire sur la planète et sur ses habitants. En 2012, des prophètes de malheur pensaient que la fin du calendrier Maya, en corrélation avec le solstice de décembre, marquait la fin du monde. Aujourd'hui, les astrologues parlent de l'ère du Verseau. En astrologie, une ère représente une période d'environ 2150 ans, correspondant au temps moyen nécessaire pour que l'équinoxe vernal passe d'une constellation du zodiaque à la suivante. Donc, l'ère du Verseau, annonciatrice de l'émergence d'une nouvelle conscience au sein de l'humanité. Les astronomes et les cosmologistes parlent quant à eux d'alignement galactique, événement astronomique rare se produisant tous les 12 960 ans, au cours duquel le Soleil s'aligne sur le centre de notre galaxie, la Voie lactée. Quelles que soient vos croyances, tous ces événements ramènent au cycle solaire qui démultiplie l'arrivée sur Terre d'énergie. Dans la mesure où nous sommes des êtres électromagnétiques reliés à la Terre et protégés du Soleil par l'intermédiaire des champs électromagnétiques, cet accroissement énergétique en provenance du Soleil affecte l'énergie de la Terre, comme la nôtre. Notre réaction peut être soit positive, soit négative en fonction de notre énergie individuelle. Par exemple, si un sentiment de séparation est prédominant en vous, si vous êtes sous l'emprise des émotions de survie ou si vous êtes esclave des hormones du stress, votre cœur et votre corps deviendront incohérents. Du coup, votre énergie et votre conscience seront divisées et déséquilibrées, et ainsi cet accroissement de l'énergie solaire ne fera qu'amplifier cet état d'incohérence. A l'inverse, si votre cœur et votre cerveau sont cohérents, si vous méditez tous les jours pour vous relier au champ unifié, et si vous faites le travail nécessaire pour vaincre vos croyances et attitudes limitées, vous n'en serez que propulsé d'autant plus vers la vérité et la compréhension de ce que vous êtes vraiment et de votre but dans la vie. Au fond, nous sommes au beau milieu d'une initiation et il nous faut énormément de volonté et de conscience pour rester lucide et ne pas succomber à ces énergies perturbantes. En restant lucide, nous éviterons d'être les victimes de l'incertitude et pourrons transmuter cette énergie en regain d'ordre, de cohérence et même de paix, à la fois au niveau personnel et mondial. En résumé, cette énergie ira dans le sens de ce que vous êtes, c'est-à-dire de vos pensées et de vos émotions. Alors, je fais une petite pause. Bonsoir Chacha. Voilà, donc merci Aura Farah. Voilà, donc le livre qu'on découvre, donc qu'on lit en ce moment, on en est au chapitre 13, c'est Devenir super conscient de Joe Dispenza. Voilà, bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde, merci beaucoup, n'hésitez pas à tapoter à fond sur le live. Voilà, ça explique beaucoup de choses. Oui, exactement. Voilà. Merci pour les cadeaux, merci beaucoup. Voilà, bonsoir, bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés, bienvenue à tous ceux qui découvrent. Bonsoir Nathalie. L'équinoxe, c'est le respect du solstice. Ok, alors moi, c'est vrai que c'est pas du tout mon domaine. Je connais pas trop, mais n'hésitez pas à partager en commentaire et à nous expliquer ce que vous connaissez là-dessus parce que c'est hyper intéressant. Voilà, coucou Pépito. Voilà, hop. Voilà, alors, tac, je vais continuer la lecture. Je regarde juste les commentaires. Bonsoir tout le monde. C'est le bâton d'Hermès, c'est ça. Tout à fait, Christophe. On a lu hier le chapitre sur la glande pinéale et il nous a expliqué du coup, donc Joe Dispenza nous a expliqué dans le chapitre la signification du caducée, enfin du symbole que vous voyez là. Je pourrais vous relire cette partie après.
Voilà, aujourd'hui c'est en augmentation. Ouais. Alors, tac, tac, tac. Tout à fait, devenir super conscient, on est heureux. C'est ça. Plus on est super conscient, plus on est dans la béatitude. Et si vous êtes heureux qu'on lise super conscient, tant mieux. N'hésite pas, Bella Aurora, si tu as des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de revenir sur les éléments pour vous expliquer. Voilà, bonsoir tout le monde. Voilà. Alors, pour le symbole, je vous réexpliquerai après. On relira la partie où il nous explique ce qu'est ce symbole. Je vais continuer la lecture. Donc là, on en est au chapitre 13, projet cohérence pour un monde meilleur. Alors, je regarde juste. Voilà, donc ce soir, on va lire le chapitre 13 en entier. Voilà. Enfin, je pense qu'on va pouvoir le lire en entier. Voilà. Et puis ensuite, il nous restera le dernier chapitre et on aura terminé le livre. Vous avez tous les replays des lives sur ma chaîne YouTube, Madame-du-bas succès. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour aller suivre les replays si le livre et les prochains vous intéressent. Donc je continue. Donc là, on va parler du coup de la résonance de Schumann. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Sur TikTok, il y a des vidéos qui circulent par exemple. Donc il va nous expliquer tout ça. Donc en 1952, le physicien et professeur allemand Winfried Otto Schumann a émis l'hypothèse qu'il existait des ondes électromagnétiques mesurables dans l'atmosphère, plus exactement entre la surface de la Terre et l'ionosphère. Alors, je ne sais pas ce que c'est l'ionosphère, donc n'hésitez pas à nous dire, à aller chercher la définition, à nous la mettre en commentaire. De toute façon, on a l'explication. Alors, d'après la NASA, l'ionosphère est une couche abondante en électrons, en atomes ionisés et en molécules qui s'étend depuis environ 50 km au-dessus de la surface de la Terre jusqu'à la lisière de l'espace, à environ 1000 km d'altitude. Cette zone dynamique s'épaissit et se rétrécit, et se subdivise en zones plus petites en fonction de l'activité solaire. Elle constitue un lien fondamental dans la chaîne des interactions entre le Soleil et la Terre. C'est cette centrale céleste qui rend possible les communications radio. En 1954, Schumann et un autre scientifique du nom de Koenig ont confirmé l'hypothèse du premier en détectant des résonances dont la fréquence principale était de 7,83 Hz. Ainsi, la résonance de Schumann était établie en mesurant les résonances électromagnétiques mondiales générées et stimulées par les décharges de la foudre dans l'ionosphère. Cette fréquence est en quelque sorte le diapason de la vie. En d'autres termes, elle est une fréquence de fond qui influence les circuits biologiques du cerveau des mammifères. Donc c'est une fréquence de fond qui influence les circuits biologiques du cerveau des mammifères. Le subconscient qui se trouve en dessous du néocortex et qui abrite également le système nerveux autonome. Donc tout ça, on l'avait lu déjà dans tout le livre, on revient dessus. La fréquence de Schumann influence l'équilibre et la santé de notre corps, ainsi que notre nature même de mammifère. Et même, l'absence de résonance de Schumann peut provoquer de graves problèmes de santé physique et mentaux dans le corps humain. Cela a été démontré au cours de travaux réalisés par le scientifique allemand Roger Wever de l'Institut Max Planck de physiologie comportementale à Erlangen en Allemagne. Lors de son étude, il a placé pendant 4 semaines de jeunes étudiants volontaires et en bonne santé dans des bunkers souterrains hermétiquement fermés qui étaient isolés de la fréquence de Schumann. Au cours des 4 semaines, les rythmes circadiens des étudiants se sont modifiés, ce qui a provoqué des difficultés émotionnelles et des migraines. Lorsque le scientifique a cessé d'isoler le bunker de la fréquence de Schumann,
après une brève exposition à 7,83 Hz, la santé des volontaires est revenue à la normale. À notre connaissance, le champ électromagnétique terrestre a toujours soutenu et protégé tous les organismes vivants grâce à cette fréquence naturelle de 7,83 Hz. La résonance de Schumann est en quelque sorte le battement cardiaque de la Terre. Les rishis indiens d'antan l'associaient à la vibration du Om, incarnation du son pur. Qu'il s'agisse d'une coïncidence ou non, 7,83 Hz correspond également à une fréquence très puissante utilisée pour synchroniser les ondes cérébrales puisqu'elle se trouve dans la fourchette basse des ondes alpha et la fourchette onde haute des ondes θ. C'est ce spectre d'ondes qui nous permet de contourner le mental analytique et de pénétrer dans le subconscient. Cette fréquence est donc associée à une influençabilité forte, à la méditation et à une augmentation de l'hormone de croissance humaine et de la circulation sanguine dans le cerveau. Il apparaît donc que la fréquence terrestre et celle du cerveau ont des résonances très similaires et que notre système nerveux peut être influencé par le champ électromagnétique de la Terre. Peut-être est-ce pour cela que sortir de la ville pour aller dans la nature procure tant de calme. Alors, donc, le concept d'émergence. En 1996, des chercheurs de l'Institut HeartMath ont découvert que quand le cœur d'un individu est dans un état de cohérence ou d'harmonie rythmique, il émet un signal électromagnétique plus cohérent dans l'environnement. Signal pouvant être détecté par le système nerveux d'autres personnes ainsi que des animaux. En fait, comme vous le savez maintenant, c'est le cœur qui produit le champ magnétique le plus fort du corps. On peut le mesurer à au moins 1 mètre du corps. Ce qui pourrait constituer une explication crédible au fait que, quand quelqu'un entre dans une pièce, on peut ressentir son humeur ou son état émotionnel, indépendamment de son langage corporel. D'un point de vue purement scientifique, on peut dès lors se demander si, sachant que ce phénomène fonctionne au niveau individuel, il en va de même au niveau planétaire. En 2008, soit une dizaine d'années plus tard, l'Institut HeartMath a lancé l'initiative de cohérence mondiale. GCI Global Coherence Initiative. Un projet scientifique d'envergure internationale dont le but est de contribuer à l'activation du cœur de l'humanité en vue de favoriser la paix, l'harmonie et un changement de la conscience mondiale. La Global Coherence Initiative s'appuie sur les croyances suivantes. Premièrement, la santé, les pensées, les comportements et les émotions des êtres humains sont influencés par l'activité géomagnétique, en référence au champ magnétique terrestre, solaire. 2. Le champ magnétique terrestre transmet par voie biologique des informations pertinentes qui relient tous les systèmes vivants. 3. Tous les êtres humains influencent le champ électromagnétique terrestre et les informations vitales qu'il contient. 4. La conscience collective humaine influence le champ informationnel planétaire, en particulier quand un grand nombre de personnes se trouvent intentionnellement dans des états d'ouverture du cœur. Par conséquent, les émotions élevées que sont l'altruisme, l'amour et la paix peuvent engendrer un champ plus cohérent, pouvant bénéficier à autrui et contribuer à contrebalancer les déséquilibres et l'incohérence planétaire actuelle. Le rythme cardiaque et les fréquences cérébrales des êtres humains, ainsi que les systèmes nerveux autonomes et cardiovasculaires, coïncidant avec le champ de résonance terrestre, les scientifiques engagés dans la GCI pensent que nous faisons partie d'une boucle de rétroaction biologique qui nous permet de recevoir des informations biologiques pertinentes
de la part du champ et à laquelle nous contribuons en envoyant des informations. En d'autres termes, les pensées, donc la conscience et les émotions, l'énergie humaine, interagissent avec ces informations du champ magnétique terrestre, qui sont ensuite propagées par ondes porteuses, signal dans lequel les informations sont encodées, dans le monde entier. Pour approfondir ces recherches et tester cette hypothèse, à l'aide de capteurs de pointe positionnés dans différents endroits du monde entier, l'Institut EarthMass a conçu un système de surveillance de la cohérence mondiale pour observer les changements du champ magnétique terrestre. Le but de ce système est de mesurer la cohérence planétaire. Le GCMS se compose d'un ensemble de magnétomètres extrêmement sensibles permettant de mesurer en continu les signaux magnétiques émis dans la même fourchette que les fréquences physiologiques humaines, provenant notamment du cerveau et du système cardiovasculaire. En outre, le GCMS surveille constamment les effets des tempêtes, des vents et des éruptions solaires, ainsi que les effets des perturbations des résonances Schumann et des grands événements mondiaux à forte charge émotionnelle. Pourquoi tout ce travail ? Si vous parvenez intentionnellement à créer un champ électromagnétique cohérent autour de votre corps, et si vous êtes relié à une personne que vous connaissez et qui crée elle aussi intentionnellement un champ électromagnétique autour de son corps, les ondes de ce champ partagé se synchronisent de manière non locale. Cette synchronisation provoque un renforcement des ondes et du champ magnétique autour de vous deux, ce qui vous relie au champ électromagnétique terrestre en vous octroyant un champ d'influence accru. Si l'on pouvait créer une communauté de gens éparpillés dans le monde entier, chaque individu intensifiant intentionnellement l'énergie de son champ magnétique dans l'optique de créer une plus grande paix mondiale, serait-il possible que cette communauté puisse avoir un effet planétaire par l'intermédiaire du champ électromagnétique terrestre ? Cette communauté pourrait alors créer la cohérence là où il y a de l'incohérence et remettre de l'ordre là où il y a du désordre. Les résultats obtenus dans le cadre des études réalisées sur les mouvements spirituels pour la paix suggèrent que nos pensées et nos émotions ont effectivement un impact mesurable sur tous les systèmes vivants. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler sous le nom de concept d'émergence. Pensez à un banc de poissons ou à une volée d'oiseaux se déplaçant à l'unisson. Tous les individus semblant sur la même longueur d'onde, reliés à un champ énergétique invisible de manière non locale. Ce qu'il y a d'unique dans ce phénomène est qu'il ne s'agit pas d'un système vertical. Il n'y a pas de leader. Il s'agit plutôt d'une gestion horizontale, au sens où tous les individus donnent collectivement le mouvement. Ainsi, d'après le concept d'émergence, une communauté mondiale se rassemblant au nom de la paix, de l'amour et de la cohérence peut influencer le champ électromagnétique terrestre ainsi que le champ de chaque individu. Dès lors, imaginez ce qui se passerait si nous étions tous unis dans nos comportements, notre mode de vie, notre croissance et nos actes. Si nous nous rendions compte que nous ne faisons qu'un et que nous sommes reliés par la conscience, nous comprendrions que faire du tort à autrui revient à se nuire à soi-même et que faire le bien autour de soi équivaut à prendre soin de soi. L'émergence de ce nouveau paradigme constituerait la plus grande avancée jamais réalisée par notre espèce dans son évolution, qui relèguerait aux oubliettes les concepts de guerre, de combat, de concurrence, de peur et de souffrance. Mais comment faire de cette possibilité une réalité ? Alors, je fais une petite pause. Je vous montre le livre qu'on est en train de découvrir ensemble. Donc nous, alors on en est au chapitre 13,
Donc c'est le livre de Joe Dispenza, Devenir super conscient. Voilà, vous avez le livre dans mon lien en bio, d'ailleurs je ne vous l'avais pas précisé. Si jamais il vous intéresse, vous pouvez aller cliquer sur mon lien en bio. Et vous avez tous les replays des lives, En fait, j'ai enregistré à partir du mois dernier. Donc vous avez tous les replays sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aller voir tout ça. Alors, je regarde les commentaires et après je continue la lecture. L'ionosphère d'une planète est une couche de son atmosphère caractérisée par une ionation partielle des gaz. Merci Cridi, parfait. Merci beaucoup. Résonance de Schumann comme les points telluriques. Ok, bonsoir, coucou Florence. Hop, coucou Florence, j'espère que tu vas bien. C'est pour ça qu'il faut ouvrir son cœur. D'ailleurs, on est protégé. Oui, exactement. Quand on ouvre son cœur, quand on déploie ses énergies au niveau du chakra cardiaque, comme tu le dis, de ce centre énergétique, en fait, on déploie une énergie, on est en cohérence avec cette énergie et on est protégé, on va dire, des fréquences plus basses et on est chargé, en fait. On est dans de la gratitude, on déploie de l'amour, etc. et ça nous protège. Voilà. On est dirigé dans une pensée de masse. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, les pensées de masse à travers les médias, par exemple, à travers des idées de société, mais en général, c'est les médias. Souvent, c'est ça quand même. Les médias ou des sociétés, des pays, etc., dans lesquels on vit, uniformisent la pensée. Et forcément, aller à contre-courant, parfois, ça demande de créer un groupe, voilà, d'être dans la fraternité, on va dire. J'ai lu au moins 3 fois. Coucou Barry. Ah bah super, merci pour ton commentaire. Voilà, donc n'hésitez pas à faire une capture d'écran. Ça va, merci Florence. Voilà, ouais, alors comme vous avez les replays, vous pouvez les écouter et les réécouter si jamais ça c'est l'avantage. Vous avez le livre sur mon lien en bio, vous avez beaucoup aussi d'infos sur internet, sur YouTube, même sur TikTok. Il y a beaucoup de choses autour de ça, donc n'hésitez pas à aller voir, à aller creuser si ça vous intéresse. C'est des sujets qui sont très intéressants et qu'on n'aborde ni à l'école, ni sauf quand on fait des études scientifiques dans certains domaines, mais sinon, c'est pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre, de lire, donc n'hésitez pas à aller voir en tout cas et à vous faire votre propre avis parce que c'est hyper intéressant. Voilà. Non, pas à l'école, ça c'est sûr, exactement. Alors, je continue, donc on en est là. Et n'hésitez pas à tapoter sur le live aussi. Et voilà. Donc, cohérence et incohérence. Pour que nous puissions avoir un effet sur le champ terrestre et ainsi influencer le champ de chaque individu. Donc, quand on dit le champ, c'est le champ électromagnétique. Il nous faut, comme vous l'avez peut-être deviné, activer 2 centres importants du corps humain. Le cœur et le cerveau. Comme nous l'avons vu au chapitre 4, si le cerveau est bien sûr le centre de la conscience, le cœur est quant à lui le centre de l'unité, de la complétude et de notre relation au champ unifié. Il a son propre cerveau. Quand on parvient à réguler son état intérieur et à retrouver la fréquence de la bienveillance, de l'affection, de la paix, de l'amour, de la gratitude et de l'appréciation, grâce à une plus grande cohérence, on a un plus grand équilibre cardiaque, un signal très fort est envoyé au cerveau qui devient lui aussi plus cohérent et équilibré. De même, quand on parvient à cesser de s'identifier à son corps, à son environnement, à la matière et au temps, on devient conscience pure.
Comme vous le comprenez bien maintenant, en se dépassant et en plaçant sa conscience sur le monde énergétique immatériel, on se relie au champ unifié, dans lequel il n'existe plus de séparation. Alors, on ne fait plus qu'un avec la conscience de chaque être et chaque chose, ainsi qu'avec le temps et l'espace. La conscience individuelle est alors dans le champ quantique, d'où elle peut influencer le monde matériel de manière non locale. Puisque dans le champ quantique, il n'y a pas de localité. Enfin, on l'avait vu, on pourra revenir dessus après. Ce processus a pour conséquence de créer une plus grande cohérence cérébrale et énergétique, ce qui influence positivement notre corps au niveau biologique. Au cours de nos recherches, nous avons constaté que quand le cerveau devient plus cohérent, cela a un impact sur le système nerveux autonome et sur le cœur. Ce dernier qui nous relie au champ unifié fait alors office de catalyseur et amplifie d'autant plus la cohérence cérébrale en retour. Et dans la mesure où le cœur envoie davantage d'informations au cerveau que le cerveau au cœur, plus grande est la cohérence que vous pouvez atteindre grâce aux émotions supérieures. Plus grande sera la synchronisation entre le cœur et le cerveau. Il en résulte des effets mesurables, non seulement à l'intérieur du corps, mais également au niveau du champ électromagnétique entourant le corps. Et plus ce champ est important, plus nous pouvons influencer autrui de manière non locale. Comment le savons-nous ? Parce que nous l'avons constaté à de très nombreuses reprises en mesurant la variabilité cardiaque de nos participants. Des preuves de l'influence du champ électromagnétique cardiaque sur le champ cardiaque d'autrui ont également été apportées par une étude de l'Institut Hersmas au cours de laquelle 40 participants ont été répartis en groupes de 4 autour de 10 tables de jeu. Le rythme cardiaque des 4 participants par table était mesuré, mais seuls 3 d'entre eux avaient été entraînés à élever leurs émotions grâce à des techniques mises au point par l'Institut. Quand les 3 participants formés augmentaient leur énergie et envoyaient des sentiments positifs aux participants qui n'étaient pas entraînés, ce dernier connaissait lui-même aussi des états supérieurs de cohérence. Les auteurs de l'étude ont conclu que la synchronisation cardiaque entre les sujets ayant pu être prouvée, cela donnait du crédit à l'éventuelle existence de biocommunication de cœur à cœur. La clé de la cohérence est de dépasser le mental analytique. Nous le savons car nous l'avons constaté assez souvent grâce aux mesures réalisées sur le cerveau de nos participants, qui nous ont également permis de montrer qu'avec suffisamment de pratique, on pouvait atteindre un état de cohérence en un temps relativement court. Quand le cerveau pensant est au calme, il passe en onde alpha ou θ, ce qui ouvre la porte entre la conscience et le subconscient. Alors, le système nerveux autonome devient plus réceptif aux informations. En élevant notre niveau d'énergie grâce aux émotions supérieures, on devient moins matière et particules. On devient plus énergie et plus onde. Et plus le champ que nous créons avec notre conscience est fort, et plus nous pouvons en avoir une influence non locale sur autrui. Plus vous élevez votre énergie, plus vous pouvez vous relier au champ unifié, ce qui signifie que vous éprouvez un plus grand sentiment de complétude, de reliance et d'unité. Mais cela est impossible quand on se sent séparé, quand on est sous l'emprise des hormones, du stress, en bref, quand on est incohérent. Quand les molécules chimiques libérées au cours du stress excitent le cerveau, on se coupe du champ unifié et l'on a tendance à faire des choix moins évolués. On sait sans l'ombre d'un doute que les émotions que sont l'opposition, la peur, la colère, l'indignité, la culpabilité et la honte nous séparent les uns des autres, car elles produisent des fréquences plus lentes et plus basses que les émotions supérieures telles que l'amour, la gratitude, l'affection et la bienveillance.
On sait également que plus la fréquence est rapide, plus il y a d'énergie. Ce qui nous a amené à nous poser plusieurs questions. Que se passerait-il si, dans une grande salle, on créait une communauté constituée de plusieurs centaines de personnes en leur demandant d'ouvrir leur cœur et d'élever leur énergie, puis d'envoyer une intention positive à un groupe sélectionné de personnes réunies dans la même salle? Que se passerait-il si le champ électromagnétique entourant chaque personne fusionnait avec le champ de son voisin? Ces états émotionnels supérieurs pourraient-ils produire un changement énergétique dans la salle? Et est-il possible que toutes les personnes connaissant des émotions supérieures et une élévation énergétique puissent renforcer l'état de cohérence d'une communauté? Alors, avant de continuer, je regarde juste combien de... Ok, donc on va terminer le chapitre si ça vous va. Ça fait peut-être beaucoup de lecture, mais 1, 2, 3, 4... Voilà, il nous reste 6 pages et demie. Et on a terminé ce chapitre. Et on pourra revenir dessus. Voilà. Donc, je continue. Désapprendre pour apprendre. Ouais, alors je vous remonte le livre. Donc c'est Devenir super conscient de Joe Dispenza. Voilà. Merci à toutes les personnes qui tapotent sur le live. Hop. Alors, la création d'un champ collectif cohérent. Depuis le début de l'année 2013, nous avons établi un partenariat avec nos amis de l'Institut Earthmass pour approfondir nos recherches. Depuis que nous avons commencé à mesurer les états physiologiques de nos participants, nous avons procédé à des examens sur des milliers de cerveaux et de cœurs, ce qui nous a permis de recueillir un nombre important de données. Et il faut bien dire que nous avons été décontenancés, bouleversés par certaines des données obtenues quand des gens ordinaires font des choses extraordinaires. Durant nos recherches, en collaboration avec l'Institut Earthmass, nous avons été témoins de mesures incroyables chez nos participants. Nous avons également fait des mesures époustouflantes sur l'énergie collective présente dans les salles où s'étaient rassemblés nos participants. Mesures qui montrent des élévations énergétiques quotidiennes constantes, à l'aide d'un capteur sophistiqué en provenance de Russie et appelé Spoutnik, auquel nous avons fait brièvement mention au chapitre 2. Puisque les émotions supérieures en lien avec l'activité du système nerveux autonome produisent des champs électromagnétiques, l'intensification de ces émotions donne lieu à des changements au niveau de la microcirculation sanguine, de la transpiration et d'autres fonctions corporelles. Spoutnik étant très sensible, il peut quantifier les fluctuations environnementales en mesurant les changements barométriques, l'humidité relative, la température de l'air, les changements électromagnétiques, etc. Observez les graphiques 15A et 15B dans le cahier de couleurs. Alors, on va aller voir les graphiques. Voilà. Alors. Toc. Voilà. Donc c'est cela. 15A et 15B. Je vais les lire. On va regarder. Je finis juste la phrase. Enfin, le paragraphe. Les mesures prises durant nos séminaires révèlent une tendance d'accroissement de l'énergie collective dans notre salle de travail. La première ligne en rouge correspond à notre mesure de référence et montre l'énergie de la salle avant le début du séminaire. Donc vous voyez, c'est l'énergie. Donc là, en fait, on a donc 2 séminaires, un à Carafree aux États-Unis et un à Tacoma. Donc un en 2016 et un en 2015. Donc on voit du coup
Donc là, on parle bien de la ligne rouge qui est en bas. Donc la première ligne rouge correspond à notre mesure de référence et montre l'énergie de la salle avant le début du séminaire. Donc on voit que voilà, l'énergie est basse. En regardant les autres couleurs, chacune représentant une journée, on constate une élévation continue de l'énergie de jour en jour. Donc vous voyez, l'énergie s'élève. Pareil sur le séminaire de 2016. Ok. Sur les graphiques 15C et 15D, donc je vous montre là, ok. On trouve les mêmes couleurs, mais les mesures prises reflètent des intervalles de temps spécifiques entre les méditations matinales de chaque journée. Cela signifie que nos participants arrivent mieux à élever l'énergie de la salle en créant une plus grande cohérence. Voilà. Donc là, c'est à Cancún au Mexique et à Munich en Allemagne. Donc ça, c'est les séminaires, toujours pareil. Donc premier jour, deuxième jour, troisième jour et quatrième jour. Donc sur les graphiques, donc là je lis la petite légende en bas. Donc sur les graphiques 15C et 15D, les couleurs représentent les mêmes journées. Cependant, ces mesures traduisent ici l'énergie mesurée chaque matin lors des méditations. Le graphique 15D, donc c'est celui-là, a une couleur en plus parce que nous avons mesuré l'énergie de la salle au cours de la méditation de la glande pinéale à 4 heures du matin. Ok, donc c'est celle-là, hein. D'accord? Ça c'est celle en plus. Donc le dimanche. Comme vous le voyez, l'énergie était très élevée. Ok. Et du coup, là, donc je lis la légende en bas. Donc les graphiques 15A et 15B montrent une augmentation progressive de l'énergie collective dans la salle sur une période de 3 jours lors de nos séminaires de niveau supérieur. La première ligne en rouge est la mesure de référence et illustre l'énergie de la salle avant le début de l'événement, le mercredi. En observant les lignes rouge, bleu, verte et marron, enfin voilà toutes, on s'aperçoit que l'énergie progresse régulièrement. Ok. Et là, donc on peut constater que c'est pareil et encore plus quand on fait la méditation de la glande pinéale, donc d'activation de la glande pinéale à 4 heures du matin. On a parlé de la glande pinéale hier dans le chapitre juste avant. Vous avez le replay sur YouTube. Voilà, on a lu le chapitre. Donc sur deux lives. Voilà. Alors. Donc cela signifie que nos participants arrivent mieux à élever l'énergie de la salle en créant une plus grande cohérence. Les relevés du capteur Spoutnik démontrent que l'énergie collective, créée par nos participants entre le premier et le dernier jour du séminaire, a engendré une progression incrémentale. Plus spécifiquement, nous avons constaté que la plupart des groupes sont extrêmement concentrés et que l'énergie augmente de jour en jour. Environ un quart du temps, l'énergie reste relativement la même pendant le premier ou les 2 premiers jours, mais les 2 derniers, l'énergie augmente de manière significative. Nous pensons que cela est lié au fait qu'au cours du premier jour, le groupe cherche à se dépasser en brisant les liens émotionnels énergétiques, reliant chaque participant à sa réalité passée-présente. En début de séminaire, ils puisent de l'énergie dans le champ unifié pour créer leur propre champ électromagnétique. Cela a tendance à provoquer une baisse de l'énergie collective dans la salle. Mais une fois que les champs individuels sont renforcés et deviennent plus cohérents, ils se synchronisent et c'est à partir de là que l'on a tendance à constater des augmentations spectaculaires de l'énergie dans la salle. La figure 13.2, donc qui est ici, montre que quand 2 ondes cohérentes s'unissent,
elle crée une onde plus grande. On parle d'interférence constructive. Plus l'onde est grande, plus l'amplitude énergétique est importante. La rencontre entre les ondes plus cohérentes de nos participants fait augmenter le champ énergétique du groupe, ce qui apporte un supplément d'énergie pour guérir et élever l'état d'esprit, ce qui peut parfois déboucher sur des expériences mystiques. Ok, donc là on a la figure 13.2. Donc vous voyez, donc on a l'onde A et l'onde B, donc qui crée l'onde C avec plus plus l'amplitude est importante, voilà vous voyez, plus l'énergie est élevée. Donc il y a interférence constructive quand deux ondes cohérentes s'unissent pour former une onde plus grande. Donc l'amplitude est la mesure de la hauteur d'une onde. Donc vous voyez, plus elle est haute, plus l'amplitude est importante. Et plus l'amplitude est importante, plus l'énergie est élevée. Et si chaque membre au sein d'un même groupe crée un champ électromagnétique cohérent, quand les énergies interfèrent, il est logique que l'énergie de la salle augmente. Voilà. Donc le champ électromagnétique cohérent, on en a parlé de la cohérence du cœur et cohérence cardiaque. Et on a parlé, donc là on en a reparlé un petit peu dans ce que je viens de lire, le lien entre le centre énergétique du cœur et du cerveau, la cohérence entre le cœur et le cerveau, le fait que les émotions, le cœur en fait va impacter les fréquences en fait, l'énergie au niveau du cerveau. Donc plus vos émotions sont élevées, plus vous allez avoir, plus vous allez avoir des ondes élevées et ça va envoyer en fait ça va influencer votre centre énergétique au niveau du cerveau. Voilà. Alors j'essaye de vous expliquer, mais évidemment, alors moi ce livre je le découvre en même temps que vous, donc voilà. C'est pour ça n'hésitez pas en commentaire aussi à compléter. Voilà. Donc je termine ici. Pour mon équipe et moi-même, c'est toujours une leçon d'humilité d'assister aux guérisons profondes de nos participants, d'être témoin de leurs facultés de régulation et d'augmentation de leur état supérieur et d'entendre leurs récits d'expériences mystiques ou leur prise de conscience profonde. Tout cela leur étant possible parce qu'ils ont appris à réguler leurs ondes cérébrales et à ouvrir leur cœur et à entrer en état de cohérence. Certains de ces phénomènes pourraient être qualifiés de miracles, mais nous pensons qu'il s'agit simplement d'un aspect de la superconscience. Nous nous sommes ensuite demandé si nos participants pouvaient avoir un impact sur le système nerveux d'autrui et si tel était le cas, quelles répercussions cela avait. Ce sont ces questions qui nous ont amenés à lancer le projet Cohérence. Alors, avant de continuer, je vous remonte le livre. Voilà, je regarde vos commentaires. Je vais essayer de remonter un petit peu. Hop. Donc bonsoir tout le monde. Donc le livre qu'on est en train de lire en ce moment, qu'on est en train de découvrir, c'est celui-là de Joe Dispenza. On avait déjà lu Rompre avec soi-même. Et là, voilà, on en est à celui-là. Hop. Voilà, merci beaucoup pour les cadeaux. Merci pour les likes. Merci à tous ceux qui tapotent. On comprend mieux les druides et leurs menhirs. Alors, ouais, les jours de la semaine, c'est important aussi. N'hésite pas à nous dire pourquoi, Christophe. J'ai l'impression que, en tout cas, les jours de la semaine, dans la pensée collective, on associe un peu une énergie à chaque jour. En fait, on a un calendrier qui est inscrit depuis toujours. On est formaté avec le lundi, on a une émotion, mardi, mercredi, etc. C'est peut-être par rapport à ça. Hop. Alors, je connais pas du tout les égrégores.
Donc n'hésitez pas à nous en dire plus. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok, Christophe. Ouais, voilà. Le calendrier grégorien. Oui. Oui. Je parle de celui-là. Voilà, bienvenue tout le monde. Le livre, vous l'avez sur mon lien en bio, hein, donc n'hésitez pas. Et le replay sera mis en ligne soit tout à l'heure, soit demain, pour tous ceux qui veulent, voilà, qui n'ont pas pu suivre le début. Voilà, donc je mettrai le replay du live sur ma chaîne YouTube après. Alors, donc le projet cohérence. Alors, donc il nous reste 3 pages et demie et on a terminé la lecture pour ce soir. Alors, en partenariat avec l'Institut Earthmass, nous avons réalisé de nombreuses expériences, au cours desquelles nous avons pris un petit échantillon aléatoire d'environ 50 à 75 personnes lors de nos séminaires de niveau supérieur pour surveiller leur variabilité de fréquence cardiaque. Ils étaient placés dans la rangée de devant, dans la salle, durant 3 méditations sur un laps de temps de 24 heures. La variabilité de fréquence cardiaque permettant non seulement d'établir la cohérence cardiaque, mais également d'obtenir des informations sur le cerveau et les émotions, l'idée était de la mesurer sur une période de 24 heures. Au début de la méditation, les participants placent toute leur attention sur le centre énergétique du cœur et commencent à respirer lentement et profondément dans ce centre, comme nous l'avons vu au chapitre 7. Puis, ils éprouvent une émotion élevée pendant 2 à 3 minutes, ce qui élargit le champ électromagnétique de leur cœur et leur permet de passer d'un état égoïste à un état altruiste. Puis nous demandons à notre groupe, composé de 550 à 1500 participants, d'envoyer l'énergie de ces émotions élevées dans toute la salle. Ensuite, nous leur demandons d'envoyer une pensée positive dans l'intérêt supérieur des participants installés dans la rangée de devant, qui sont reliés à un dispositif de surveillance de la VFC. L'intention est que leur vie s'améliore, que leur corps guérisse et qu'ils fassent des expériences mystiques. Notre but était de mesurer l'énergie collective dans la salle et son éventuel impact non local sur les personnes équipées de dispositifs. L'élévation énergétique produite en ressentant l'amour, la gratitude, la complétude et la joie pouvait-elle provoquer un état de cohérence cardiaque chez autrui, même quand la personne se trouvait à l'autre bout de la salle. Nos résultats ont confirmé notre hypothèse. Non seulement la transmission énergétique a amélioré la cohérence des sujets de l'expérience, mais en plus, le cœur de chacune de ces personnes est entré en état de cohérence exactement au même moment, pendant la même méditation, le même jour, ce qui ne s'est pas produit qu'une seule fois. En effet, de séminaire en séminaire, nous avons régulièrement obtenu des résultats similaires. Qu'est-ce que cela signifie ? Ces résultats vont dans le sens de l'hypothèse émise dans le cadre de l'initiative de cohérence mondiale de l'Institut Earthmass, selon laquelle il existe un champ invisible auquel des informations sont communiquées. Ce champ relie et influence tous les systèmes vivants, ainsi que notre conscience humaine collective. À travers lui, des informations sont communiquées de manière non locale entre les individus au niveau subconscient, par l'intermédiaire du système nerveux autonome. En d'autres termes, nous sommes reliés par un champ énergétique invisible qui affecte le comportement, l'état émotionnel et les pensées conscientes et inconscientes de chacun. Chaque fréquence véhiculant des informations, les champs magnétiques produits dans le cœur de nos participants faisaient office d'ondes porteuses pour ces informations. Si lors de nos séminaires, nos participants peuvent avoir une influence non locale sur autrui, cela ne signifierait-il pas que, grâce à nos émotions supérieures, nous pouvons influencer nos enfants,
nos partenaires amoureux, nos collègues ou toute personne de notre entourage. Si vous regardez la figure 13.3, donc c'est celle-là que je vais vous montrer, vous remarquerez que 17 personnes entrent en état de cohérence cardiaque exactement au même moment, le même jour, au cours de la même méditation. Voilà, donc vous voyez, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, voilà. Il y a donc les 17. Donc on voit bien qu'il y a une cohérence à chaque fois entre chaque participant. Alors, tous ces participants ont bénéficié de la synchronisation des énergies de tous. Les participants, en voyant l'énergie, avaient posé une intention positive en faveur des sujets de l'expérience. Les résultats montrent que, quand nous cessons de nous faire obstacle, nous pouvons nous unir dans une reliance non locale. Cet état nous permet d'influencer le système nerveux autonome d'autrui, ce qui favorise l'équilibre, la cohérence et la complétude de ces personnes. Imaginez ce qui se passerait si des milliers de personnes faisaient tout cela pour le monde entier. Puisque nous avions expliqué à nos participants qu'il était possible de produire un changement mesurable sur l'énergie d'une salle dans laquelle s'étaient rassemblées entre 550 et 1500 personnes, certains ont commencé à nous demander par email s'il était possible d'avoir le même impact à l'échelle mondiale. À la demande de nos participants, nous avons donc organisé des méditations mondiales qui ont donné naissance au projet Cohérence. Le premier projet Cohérence a été lancé sur Facebook en novembre 2015 et a permis à plus de 6000 personnes du monde entier de se rassembler sur Internet pour créer collectivement un monde plus aimant et plus paisible. Lors de la deuxième méditation, plus de 36 000 internautes ont participé et nous avons atteint plus de 43 000 personnes lors de la troisième méditation mondiale. Notre intention est de continuer sur notre lancée en ayant à chaque fois une plus grande influence sur la planète, en éveillant la paix et l'amour. Plus tard, nous espérons être en mesure de mesurer ces effets. Voilà. Donc, ça c'était le projet Cohérence. Voilà. Et donc, on termine le chapitre, donc on termine la lecture de ce soir avec la méditation du projet Cohérence. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà participé aux autres lives, à chaque fin de chapitre, on a du coup une méditation. Enfin, pas à chaque chapitre, mais voilà, on a une méditation qui correspond au chapitre en fait. Donc on avait méditation de la glande pinéale, activation des centres énergétiques, etc. Donc là, méditation du projet Cohérence. Alors, pour commencer, prenez conscience du centre énergétique de votre cœur. Fixez votre attention sur ce centre, puis élargissez votre attention et prenez conscience de l'espace qu'il occupe, ainsi que de l'espace entourant votre cœur. Puis, en pensée et en conscience, positionnez-vous au centre de la Terre et diffusez votre lumière au-delà de la planète, dans l'espace. Il vous suffit d'élever votre fréquence et de demeurer dans cette émotion. Toujours en pensée et en conscience, écartez-vous lentement de la Terre, puis prenez-la et placez-la dans votre cœur. Élevez sa fréquence et diffusez cette énergie au-delà de votre corps, dans l'espace. Diffusez votre amour sur la planète. Voilà, donc on a fini le chapitre 13. Donc, projet Cohérence. Donc on a terminé la lecture pour ce soir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vais regarder du coup, voilà, je vais regarder vos commentaires. Hop, il est où mon petit crayon? Et j'ai pas mon petit crayon.
J'en ai un autre. Voilà. Donc, du livre Devenir super conscient de Joe Dispenza. Donc, c'est le livre qu'on est en train de découvrir en ce moment. Et on a presque terminé la lecture puisqu'il nous reste un seul chapitre. Attendez, vous voyez pas là, voilà. Il reste étude de cas, pourquoi pas vous. Donc voilà, ensuite on lira la postface. Et voilà, donc vous pouvez voir qu'il nous reste uniquement ça. Et puis on a terminé ce super livre donc de Joe Dispenza. Voilà. Alors, donc je vais regarder les commentaires. Hop. Le plus dur, c'est de comprendre la définition de l'amour, peut-être. Oui, c'est... Enfin alors, en fait, ouais, la définition de l'amour, bah, elle est très large. Et est-ce qu'il n'y a qu'une seule définition? Je sais pas. Le mieux, c'est de le ressentir, je pense. Le mieux, c'est d'essayer au maximum d'avoir des émotions élevées d'amour, de béatitude, etc. En fait, parce que je pense qu'une fois qu'on le ressent, on n'a plus vraiment besoin d'avoir une définition. Sauf peut-être pour aller l'expliquer aux autres, mais bon. Voilà, exactement. Pour un monde meilleur. Tout à fait. Voilà. De rien. Bah écoutez, si ça vous a plu, tant mieux. Merci beaucoup pour vos messages. Super. Bah écoutez, je suis ravie. Tant mieux. Donc, hop. Donc voilà. Du coup, donc, on a terminé ce chapitre. La semaine prochaine, on lira, je pense, alors ce sera sûrement mardi. Peut-être pas, alors ce sera peut-être pas lundi, mais en tout cas mardi. On lira du coup l'étude de cas, donc pourquoi pas vous. Alors je vais regarder combien de pages on a. Voilà, donc on le lira la prochaine fois. Et on lira la postface. Voilà. Et les remerciements. Donc on finira. Normalement, je pense qu'on pourra terminer du coup le livre sur le prochain live qui sera mardi. Voilà. Hop. Voilà. Merci Lumière d'âme. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés. L'amour est le langage de l'âme qui ne peut être exprimé en mots. C'est vrai, Patrice. Tout à fait, ouais. On peut l'exprimer, mais voilà, on le comprendra jamais sans le ressentir vraiment, quoi. Ouais, je retiens que je suis super consciente de mon problème. En tout cas, Cridi, le plus important, même si c'est vrai que ce livre, il est assez compliqué. Alors, c'est vrai que pour moi, peut-être que je le lis plus facilement parce que je l'ai en fait devant moi. Donc, quand on fait la lecture à voix haute, c'est plus facile aussi. Le plus important, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est de comprendre qu'on a la possibilité d'être super conscient, que notre pouvoir, on peut évoluer, on peut changer notre état d'esprit, nos émotions, on peut modifier et faire évoluer notre vie grâce à nos pensées, à nos émotions, en étant plus cohérent, en se dégageant de cet état de survie pour aller vers plus de paix, d'apaisement. Et ce qu'il explique, c'est voilà, qu'on peut se connecter au champ quantique, c'est-à-dire se détacher de la matière. Parce qu'en fait, la matière, c'est la réalisation de ce qu'on a pu créer par rapport à nos pensées et à nos émotions actuelles, par rapport à nos conditionnements, notre éducation, etc., à notre vécu, etc. Notre corps, c'est le reflet de notre vécu. Voilà, notre vie, c'est le reflet de ça aussi, nos choix du quotidien, etc. Tout ça, c'est de la matière. Et donc, en fait, l'objectif, c'est de se détacher de tout ça pour aller dans le subconscient et aller capter toutes les informations qu'il y a dans le champ quantique
pour se laisser la possibilité d'aller voir des futurs différents et se créer un futur différent parce que notre esprit change, parce qu'on élève nos émotions, qu'on élève nos fréquences énergétiques, qu'on débloque nos énergies coincées dans les centres énergétiques, etc. Donc bon, en tout cas, je pense que voilà, plus on teste la méditation, plus vous testez des méditations, on va vers de l'apaisement, de la béatitude. Voilà. En fait, plus on booste notre cerveau avec des pensées, des émotions positives, et dans tous les cas, mieux on est. Voilà, ça c'est sûr. Et après, c'est vrai que le livre il peut être assez compliqué, mais vous avez vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos sur YouTube avec beaucoup de personnes qui reprennent Joe Dispenza, qui expliquent tout ça. Et je suis sûre que vous pourrez trouver petit à petit, si ça vous intéresse en tout cas, hein, voilà, des infos voilà, que vous pouvez comprendre et tout ça. Mais c'est sûr que c'est pas facile à entendre, quoi. Ouais, pour ton monde meilleur, pour notre monde meilleur à chacun et collectif, quoi. Merci Florence. En tout cas, la fréquence terrestre dont il a parlé, elle augmente de plus en plus. Oui, alors ça, c'est vrai que j'avais regardé, je vous en avais parlé la dernière fois de la fréquence de Schumann, enfin, vous en aviez parlé. Je vous avais dit que je comprenais pas trop ce que c'était, donc du coup, maintenant, c'est un peu plus clair. Mais c'est vrai que du coup, il y a pas mal, j'avais vu pas mal de posts TikTok sur ça, sur le fait que en ce moment, on ressentait telle chose, qu'il fallait manifester à tel moment, qu'il fallait poser des intentions, des émotions, parce que les fréquences de Schumann étaient élevées, etc. Et que ça avait un impact sur notre état d'esprit, nos émotions, etc. Ouais, et du coup, donc ça augmente de plus en plus, alors c'est ça? On parle de multidimension, oui, c'est ça. Quand on entre en méditation, on se détache de la 3D, c'est-à-dire de tout ce qui va être matériel pour entrer en 5D. Et donc la 5D, en fait, c'est ce qu'il expliquait, c'est le champ quantique, en fait. C'est ce qu'il y a et qui n'est pas, qu'on ne peut pas percevoir par nos sens, qui n'est pas visible. Donc tout ce qui est énergie, fréquence, tout ce qui va être information, voilà. Et que l'on capte grâce à notre antenne qui est la glande pinéale. D'ailleurs, je voulais vous remontrer donc le symbole parce qu'on en a, voilà, qui est là. Voilà, on est tombé pile dessus. Donc le caducée, voilà, l'alchimie du soi. Et voilà, donc je peux vous relire ça si vous voulez. Donc tout à fait, alors je sais plus qui parlait de Hermès. Vous voyez, il le dit, hein, dans la mythologie grecque, Hermès était un messager des dieux qui pouvait voyager à sa guise entre les dimensions terrestres et divines. Voilà, on le considérait comme un dieu des transitions et des dimensions, ainsi que comme un guide vers l'au-delà. Son symbole principal était le caducée, représentant 2 serpents enroulés autour d'une tige, au sommet de laquelle on observe des ailes déployées ou 2 oiseaux. Et donc, on sait bien ce qu'on peut voir sur la page de couverture. Voilà. Le caducée dont Hermès se servait en tant que canne est souvent considéré comme un symbole de santé. Se pourrait-il que ces serpents s'élevant le long de cette tige représentent le mouvement de l'énergie le long de la colonne vertébrale et que les ailes symbolisent la libération du soi ou de l'éveil quand l'énergie arrive. Donc vous voyez, ça c'est l'énergie. Donc avec la colonne vertébrale qui s'élève jusqu'à la glande pinéale qui est représentée par la pomme de pin. Voilà. Donc voilà, la couronne fait référence à notre potentiel le plus élevé et est l'expression de notre divinité, donc la superconscience, quand nous activons notre glande pinéale. Voilà, la couronne du soi représente le triomphe sur le soi. Voilà, donc c'est ça en fait, ça c'est l'explication du symbole qu'on a ici.
Voilà. Hop. Tac, tac, tac. C'est la science collective. Quand beaucoup de personnes partagent les mêmes pensées, c'est une énergie dominante. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est qu'en fait, quand beaucoup de personnes... en fait, les pensées et les émotions, en fait, on a une fréquence vibratoire. Et on va en fait, on va dégager une énergie. On dégage tous de l'énergie. Et cette énergie, en fait, le collectif, forcément, quand on est en collectif, il y a toujours une idée dominante, une émotion, ou voilà, des émotions, on va dire, dominantes à certaines fréquences. Et donc, forcément, ça va créer en fait, voilà, une, une énergie dominante. Et en fait, plus on est conscient, plus on est dans la super conscience, dans l'amour, la béatitude, plus l'énergie collective s'élève et plus on peut impacter les autres positivement. Voilà. Voilà. Nous créons notre réalité par nos pensées. Mieux vaut avoir de belles pensées pour créer une belle réalité. C'est ça, exactement. Voilà. C'est vraiment notre réalité, c'est vraiment le... En fait, notre réalité, c'est la matière de nos pensées. C'est en fait, on a des pensées, on a des émotions et on va créer les choses dans notre vie. On va aller vers certaines choses, on va attirer à nous des choses et c'est vraiment en fait, c'est la concrétisation de nos pensées. Et ça, et du coup, l'avantage, c'est qu'en fait, le pouvoir est en nous. On a vraiment toutes les ressources en nous pour se créer une réalité différente en pensant différemment et en ayant des émotions différentes, c'est-à-dire plus positives. Donc, il y a plein de manières différentes de faire. Après, il y a l'entourage, mais il y a aussi des manières plus individuelles de se recharger, de prendre soin de soi, de se sortir du stress, de l'anxiété. Voilà, vous coupez les médias, vous allez vous promener dans la nature, vous méditez un petit peu, vous faites des affirmations positives, vous échangez avec des personnes qui ont aussi une énergie assez élevée, etc. Et petit à petit, vous allez voir que votre regard sur le monde va changer. Parce qu'en fait, il y a autant de visions du monde qu'il y a de personnes. Et on voit que ce que l'on ressent à l'intérieur, en fait. Et donc, voilà. Il y a de très belles choses sur Terre, mais voilà, on voit uniquement ce que l'on souhaite voir, c'est-à-dire par rapport à notre perception intérieure, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est la conscience, voilà. Ouais, c'est ça. Et nos émotions, notre ressenti intérieur, exactement. Exactement, exactement. Donc c'est pour ça que voilà, ce livre est hyper intéressant parce qu'il essaye de prouver par des études scientifiques euh, tout ce qu'on nous apprend dans tout ce qui va être spirituel et la méditation, c'est vraiment quelque chose que vous allez retrouver très régulièrement dans les livres de développement personnel. Nous, pour ce qu'on a pu lire, en tout cas, voilà, écartolé avec le pouvoir du moment présent, forcément, il y a de la méditation. Christophe André, je le répète à chaque fois, hein, mais c'est le premier psychiatre français à avoir intégré la méditation dans du coup les accompagnements auprès de ses patients. Voilà, quand en fait tous les grands sportifs, toutes les célébrités, il y a beaucoup de personnes qui font qui font de la méditation, de la visualisation, voilà, qui utilisent des exercices de pensée positive pour créer, influencer l'avenir de manière différente et attirer à eux ce qu'ils souhaitent, quoi. Donc c'est très très intéressant et ça donne espoir parce que du coup pour soi rien n'est figé en fait. On a vraiment la possibilité de faire évoluer notre vie. Il faut de la patience après, hein, ça se fait petit à petit. Il faut que ce soit au quotidien, il faut le faire pour soi, il faut en être persuadé. Il
faut en être sûr, quoi. Et puis, il faut le faire aussi pour les autres, parce qu'on est tous unis, en fait, on est tous reliés, et du coup, voilà, comme, comme on disait, c'est la conscience collective aussi, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas un voyage solitaire, je sais pas. Alors, c'est un voyage individuel et collectif. Je dirais pas que c'est solitaire en fait, parce que tu vois, dans le projet Cohérence, dans le chapitre qu'on a lu, ça montre bien que plus on est en fait, plus nombreux on est à avoir du coup ce type de pensée-là, et plus on peut élever l'énergie, et plus on peut le transmettre aux autres. Et il y avait une personne qui était venue en live, Shaima qui était venue en live, qui nous avait expliqué aussi, parce qu'elle avait fait des séminaires avec Joe Dispenza. Donc elle était partie, voilà, alors je sais plus, je crois que c'était aux États-Unis, je sais plus, mais donc elle connaissait bien, et elle avait vu concrètement vraiment les effets, et elle avait partagé avec nous son expérience. C'était très très intéressant, et elle nous expliquait aussi que, donc c'est ce qui nous dit dans le chapitre, il y a des méditations collectives donc sur lesquelles on se connecte sur internet, qu'on fait en ligne en fait, où c'est des healing meditation, je crois, enfin c'est des méditations de guérison, où on peut se soigner collectivement en fait, grâce en fait voilà, au collectif, quoi. Donc voilà, c'est jamais vraiment quelque chose de solitaire, hein, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais la goutte d'eau dans l'océan et l'océan dans la goutte. Voilà, on est des gouttes d'eau dans un océan. Mais bon, il faut bien qu'il y ait plusieurs gouttes d'eau pour faire un océan. Donc, c'est dire que tout est possible, même l'impossible devient possible. Tout à fait, ouais. C'est un cheminement individuel. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est pas... je pense pas qu'il faille être solitaire. Par contre, c'est vrai que c'est très individuel. Je pense surtout au début, quand... alors, il y a des phases où on est seul, on se ressource. Mais au début, quand on fait le point sur sa vie, sur ses choix de vie, quand on réfléchit à nous, à notre état émotionnel, psychologique, corporel, à notre environnement, à nos amis, enfin notre famille, etc., il y a forcément une part un peu solitaire, parce que on s'éloigne un peu pour réfléchir. On peut se détacher de certaines choses parce qu'on a envie d'aller vers autre chose. Mais l'objectif, c'est pas forcément d'être solitaire, au contraire, quoi. Uni vers l'uni, c'est ça, voilà. On peut le faire individuellement pour s'auto-guérir. Oui, 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 c'est vrai, Florence. Voilà, les méditations, après, on peut les faire individuellement. Oui, après, oui, oui. De toute façon, quand on médite, en général, c'est seul. Après, on peut le faire en groupe. Après, il y en a, j'avais vu des vidéos qui disaient, attention, quand on est en groupe pour méditer, si le groupe a une énergie très basse, et qu'on fait qu'une seule méditation, ça peut être compliqué, parce que, comme il le dit là, au début, chacun va aller puiser l'énergie qu'il y a dans l'environnement pour soi. Et donc, voilà, ça peut être... il faut faire attention quand on est sur du collectif. Mais après, bon, ça reste, je pense, intéressant. Après, moi, il nous faudrait des spécialistes de la méditation pour nous expliquer tout ça un peu plus. Mais après, oui, effectivement, l'objectif, c'est de méditer après seul tous les jours, quoi. Ou très, très, très régulièrement, quoi. Voilà, très régulièrement. Le mieux, c'est de méditer avec des personnes qui ont l'habitude de le faire, qui ont des fréquences énergétiques hautes, parce que du coup, ils vont envoyer des informations et des énergies. En fait, le champ électromagnétique, enfin, les énergies vont être plus hautes, quoi, en gros. Donc c'est mieux de le faire, mais après, je sais pas trop. Ouais. Il faut purifier Ho'oponopono. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Avec des vidéos YouTube, c'est tout à fait... Vous pouvez tout à fait faire avec YouTube. Moi, c'est avec ça aussi que je fais.
En général, je fais les méditations guidées. Donc voilà. Alors, donc on va pas tarder à terminer le live. Pour tous ceux qui sont là habituellement, vous savez, en général, je termine vers 23h. Donc voilà. Ouais, je sais pas ce que c'est Ho'oponopono. Attendez, je vais regarder. Hop. Tac. Donc vous avez tous les lives sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir, à aller vous abonner pour soutenir ma chaîne. Allez mettre des petits likes, des petits commentaires si ça vous plaît. Voilà. Alors, Ho'oponopono. Attendez, je vais regarder. Ho'oponopono. Rétablir l'équilibre. Alors, attendez. Donc. Ah, ok. Alors, attends. Alors, je sais pas si c'est ça. Ho'oponopono. Oui, je pense que